Est-il possible ou non que Trump, candidat à la présidentielle 2028? En route vers le Japon, dans l'avion, on a demandé à Trump « Vas-tu te présenter à l'élection présidentielle de 2028 ?» J'ai, a dit Trump, une équipe composée de Brents et Rubio. Et je pense que c'est un excellent duo capable de gagner la présidence. Le journaliste a insisté « Si c'était possible, présenteriez-vous votre candidature ?» Je le ferai avec plaisir, a poursuivi Trump. Je le ferai avec plaisir. Je remettrai le pays en ordre et je le corrigerai. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne décision. Mais est-ce même possible? Parce que Steve Bannon en parle comme d'une possibilité. Je rappelle que Steve Bannon était le bras droit, peut-être gauche de Trump, lors de son premier mandat. Et maintenant, il a des podcasts populaires et une énorme influence sur Make America Great Again, c'est-à-dire Make America Great Again. Je n'y avais pas vraiment pensé. Nous avons d'excellentes personnes, comme vous le savez. L'une est ici, nous avons JD. Le vice-président est formidable. Marca aussi. Je pense que personne ne s'opposera à nous. Je pense que s'il formait un groupe, il serait irrésistible. Je le pense vraiment, j'y crois, je le ferai avec plaisir. Et j'ai actuellement les meilleurs résultats de tous les temps. C'est terrible. Vous voyez, mais si vous lisez cela, je ne l'exclus pas. Vous devrez me le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons un excellent groupe de personnes. Nous avons un excellent groupe. Donald Trump n'a pas répondu directement à la question. Tu n'iras donc pas pour un troisième mandat? Mais Donald Trump n'aime généralement pas fermer les portes ni donner de certitude, préférant entretenir une part de flou. Voilà, comme il le dit, sur la table, donc sur la table des négociations, sur la table des actions, rien n'est exclu à l'avance. Ah, justement, voici Steve Bannon. Il obtiendra un troisième mandat. Donc Trump en 28, Trump sera président en 28, et les gens doivent juste l'accepter. Donc à propos de... Le 22e amendement. Il existe de nombreuses alternatives. Nous présenterons le plan en temps voulu. Mais il y a un plan, et Trump sera président en 2028. Il y a un plan. L'ex-stratège en chef de la Maison-Blanche et fondateur du Make America Great Again, Steve Bannon, répète que Donald Trump aura un troisième mandat. Il n'est bien sûr pas le seul. Le président Trump lui-même a suggéré à plusieurs reprises de se présenter à nouveau. Il vend même des articles portant l'inscription Trump 2028, aussi bien en ligne qu'à la Maison-Blanche. Naturellement, cela rend les démocrates fous de rage, ce qui est probablement exactement ce que Trump cherche à obtenir. Peut-être des crises d'hystérie pour des raisons insignifiantes, comme une casquette avec l'inscription Trump 2028. Dans quelle mesure est-ce sérieux et à quel point? Les démocrates sont-ils hystériques? D'accord. La démolition de l'aile Est cette semaine a également jeté de l'huile sur le feu. Rénoveriez-vous complètement une maison dont vous allez bientôt partir? Un peu? Je triche un peu. Bien sûr, les démocrates sont même mignons. Trump ne compte pas partir avant 3 ans et demi. Si vous restez 3 ans ou plus dans une maison, ferez-vous des rénovations? Bien sûr. Tout cela se passe alors que le président Trump tente d'imposer un nouveau pouvoir sur les élections et de nommer des personnes qui nient les résultats électoraux à des postes influents. Mon panel et notre discussion Arena sont de retour. Brad Todd, Trump sera-t-il candidat en 2028? Non, et il ne pense pas qu'il pourra le faire. Oui, c'est ce que je pense, vous savez. Steve Bannon. Jared Kushner a un jour qualifié Steve Bannon de kamikaze pendant qu'il travaillait à la Maison-Blanche. Je pense que c'est encore une tentative de créer des problèmes et attirer l'attention. Je vais vous dire que s'il y avait un plan, je ne pense pas qu'il l'aurait annoncé. Dans une interview avec The Economist, j'aime The Economist, je suis abonné à The Economist, mais ce n'est pas l'endroit où cette nouvelle apparaîtrait. Ce n'est pas l'endroit où la nouvelle passerait. Je comprends ton optimisme et j'espère que tu as raison, mais je pense qu'il faut prendre cela au sérieux. Je suis tout à fait d'accord avec la façon dont tu as présenté le début de ce segment de Casey. D'abord, tu ne fais pas une grande restructuration qui suscite beaucoup de controverses. L'aile est de la Maison-Blanche, tu ne la démolis pas complètement si tu ne comptes y être que pour les 3 prochaines années ou à peu près. Ça semble un peu, douteux, tu vois. Deuxièmement, peut-être qu'il prévoit d'y organiser beaucoup de balles. Oui, c'est possible, peut-être qu'il le veut. C'est un héritage. Vanessa Rubio, en 2029 et 2030, dans sa propre vision. Mais écoutez, je pense que c'est quelque chose que nous devons tous prendre très au sérieux. C'est certainement quelque chose à quoi prêtent attention aussi bien les avocats indépendants que les avocats du Parti démocrate et de son appareil. Nous étudions cela depuis très longtemps. Voilà pourquoi.
Parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où nous ne sommes pas prêtes et où nous n'avons pas de plan au cas où il déciderait vraiment d'aller de l'avant avec cela. Donald Trump parle de l'économie, le sujet numéro 1, naturellement, pour l'Amérique, de l'hésitant, de l'immigration, de l'inflation, des crimes. Tout cela, ce sont des problèmes qui préoccupent tout le monde. Corruption de fonctionnaires, vol d'argent contribuable. Et les démocrates, en réagissant à ces frasques, parlent de réparer une aile de la Maison-Blanche. Eh bien, ce sujet n'intéresse absolument pas les grands électeurs, les contribuables, les électeurs, ni personne d'autre. Sur les conséquences et la persécution des homosexuels par Trump. Qu'est-ce qui n'est pas vrai, mais même si c'était le cas, les gens s'en fichent complètement. Il parle du commerce international équitable, des manipulations raciales du Parti démocrate. Il parle de la façon dont Melania était habillée. Lui, il n'en parle pas, mais eux, c'est justement de ça qu'ils parlent. Comme le Hamas Hourra ne respecte pas Trump, comme Poutine, Hourra mène Trump par le bout du nez. Les dernières personnes censées quittent le Parti démocrate. Je dois dire, en tant que personne qui couvre la Maison-Blanche, je n'ai aucune information sur le plan que décrit Bannon. Il est important de rappeler, comme vous l'avez dit, qu'il s'agit d'un ancien stratège de la Maison-Blanche qui n'en fait plus partie. Nous avons entendu le président réfléchir à ce sujet et plaisanter sur 2028. Il a aussi plusieurs rôles. Nous avons écrit en début d'année que, sans plan concret, il existe une stratégie politique. Il mentionne souvent l'année 2028 lorsque sa Maison-Blanche est critiquée pour un certain problème ou une crise. Donc, cela détourne l'attention. Cela maintient aussi les gens en haleine. Nous en avons parlé, je veux dire cette partie, nous connaissons cette Maison-Blanche. Il y a aussi beaucoup de trolling sur Internet et pour ainsi dire de domination sur les démocrates et les libéraux. Je pense qu'une partie de l'attention ici est importante. Et je pense qu'il y a un lien entre cela et la construction de la salle de bal. Même lorsqu'il quittera la Maison-Blanche, il veut que son empreinte particulière reste sur la Maison-Blanche. Moi, je suis d'accord avec ce commentateur, mais Trump réaménage une aile de la Maison-Blanche. Eh bien parce que cela signifie que faire quelque chose est devenu inconfortable. Par exemple, accueillir des invités, organiser des bals et des fêtes. Et comme un dirigeant normal, Trump a dit « il y a un problème, il faut le résoudre ». Et il a décidé, pour qu'il ne sente pas, pardon pour mon langage, il a donné de l'argent et demandé à des copains lui-même. Balancez 20-30 millions chacun, si ça ne vous dérange pas, c'est pour une bonne cause. Ils ont donné. Parmi ceux qui aimeraient beaucoup voir Trump rester plus longtemps, plusieurs scénarios sont discutés à la Maison-Blanche. Par exemple, qu'il ne peut pas être élu pour un 3e mandat consécutif ou séparément en tant que président, mais qu'il pourrait soi-disant être élu en tant que vice-président. Et ensuite, soi-disant, on échangera les rôles. Mais à cause du 12e amendement, mesdames et messieurs, c'est impossible. Eh bien, c'est impossible. Regardez, c'est comme dire qu'il n'y a rien d'écrit dans le mémorandum budgétaire. Eh bien, c'est écrit dans le 12e amendement de la Constitution. Il ne peut pas être élu au poste de vice-président. La deuxième option essaie de modifier la Constitution. C'est remarquable car après Franklin Roosevelt, qui a été élu 4 fois d'ailleurs, ils ont introduit une interdiction de plus de 2 mandats. D'ailleurs, peu importe qu'ils soient consécutifs ou non. Mais que faut-il pour modifier la Constitution ? Il faut les 2/3 du Sénat. C'est impossible. Et il me semble aussi que 2/3 des États doivent ratifier, ce qui est impossible. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, personne ne peut même imaginer qu'un sujet aussi explosif puisse être ratifié par qui que ce soit. Il y a encore une autre option, bien sûr, une insurrection armée. Mais je ne pense pas que Trump, ses partisans, ni même l'armée iraient jusque-là. Un référendum national n'aurait aucun effet. Ils ont consulté le peuple qui approuve un 3e mandat pour Trump. Messieurs, la Constitution ne peut être annulée par un référendum national. Voilà, eh bien, vous savez. Qu'est-ce que Donald Trump fait d'autre en soutenant les discussions sur une possible présidence en 2028 ? En fait, il s'agit du 2e mandat présidentiel. Donc, eh bien, certains présidents n'ont qu'un seul mandat, d'autres en ont 2. Le 2e mandat présidentiel touche pratiquement à sa fin après les élections, au milieu 2 ans avant la fin de son mandat.
Donc après cela, tout le monde commence à penser au prochain président et l'influence du président en place diminue considérablement. Je comprends que Donald Trump sera quand même président et tout ça, mais tout le monde aura en tête la question de savoir qui sera le prochain. Pour éviter que cela n'arrive, pour que son influence continue, au moins jusqu'en février de l'année électorale. C'est à ce moment-là qu'il faut soit annoncer que tu restes, soit annoncer que tu vas, disons, te présenter, je ne sais pas. Voilà, Donald Trump obtient 6 mois supplémentaires de plein exercice présidentiel, simplement parce qu'il soutient, à mon avis, ce bavardage. Voilà, donc, Steve Bannon ne soulève pas ce sujet pour rien, et Donald Trump ne répond pas de façon vague et évasive sans raison. Il cherche à énerver le Parti démocrate et ses partisans. Et bien sûr, cela signifie qu'il maintient son nom en haut de l'affiche. Il adore que son nom figure dans les premiers titres de tous les articles, discours, vidéos et ainsi de suite. Il pense simplement que c'est l'un de ses devoirs présidentiels que l'on parle constamment de lui. C'est d'ailleurs pourquoi il a été élu la première fois. C'est-à-dire, je pense que l'un de ses plus grands avantages, c'est qu'il était constamment dans l'actualité, tout le temps. Et les gens se sont habitués à le voir dans les actualités, il disait apparemment des choses justes, même si tout le monde le critiquait. Voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas seulement ça, bien sûr, n'est-ce pas? En même temps, il y a ce jeu dont le but est de rendre le démocrate furieux sans raison à la Cour suprême. Les partisans de Trump sont en train de faire passer l'un des changements les plus fondamentaux dans la vie politique du pays. Je l'ai déjà dit, mais je répète, lors de la lutte pour les droits des minorités, surtout les Noirs, les États-Unis ont adopté une loi selon laquelle chaque État a le droit de modifier les contours des circonscriptions électorales. Eh bien, cela concerne le Congrès. L'idée était de créer des circonscriptions avec une majorité de population noire afin que les anciens esclaves puissent élire leurs propres représentants au Congrès. C'était à une époque où les Noirs, pratiquement ne votaient pas encore, ne participaient pas, et où personne dans un quartier blanc n'aurait probablement voté pour un représentant noir. C'était sans doute difficile à imaginer. Mais les temps ont changé, messieurs. Cela fait déjà au moins 60 ans. Le maire de Chicago est noir, le maire de Los Angeles est noir, il y a des maires noirs dans plein d'autres villes, des sénateurs noirs et même un président. Nous avons même eu un président noir. Et la moitié du pays a voté pour lui. En fait, on ne sait pas vraiment qui elle est, noire, grise ou d'une autre couleur. C'est vraiment pas clair avec elle, mais peu importe, elle est foncée, oui. C'est-à-dire que pour le président Obama, à l'époque, la majorité du pays a voté, donc un très grand nombre de blancs, parce que sans la majorité des blancs, il n'aurait tout simplement pas gagné. Cette loi existe-t-elle vraiment? Cela signifie qu'ils ont le droit de remanier ces circonscriptions, de les annuler et d'obliger à en créer de nouvelles. Géographiques, tu veux dire? Donc l'astuce inventée par les démocrates ne pourra plus être utilisée pour, disons, redessiner les circonscriptions. Vous n'imaginez même pas ce qu'ils faisaient pour faire élire plus de démocrates. Ils travaillaient évidemment pour ça. Et dans tous les États démocrates, ils font la même chose. Donc les circonscriptions seront créées géographiquement. Et comme il s'est avéré, c'est-à-dire honnêtement, c'est ce qui est écrit dans la Constitution, géographiquement. Il s'est avéré que cela apportera aux républicains de 12 à 19 membres supplémentaires au Congrès. Et les républicains ont déjà un peu plus, n'est-ce pas? L'affaire est soit devant la Cour suprême et des discussions sont en cours. Écoutez ceci. Hier, la Cour suprême a entendu les arguments sur la redistribution des électeurs des circonscriptions de Louisiane, ce qui pourrait menacer une partie de la loi sur les droits de vote. Ce n'est peut-être plus nécessaire. Il n'est pas forcément nécessaire de continuer à manipuler les frontières des circonscriptions selon des critères raciaux pour corriger des problèmes qui remontent à l'époque de Jim Crow. N'est-ce pas? Peut-être qu'on a dépassé ça? C'était le sujet des arguments d'hier et beaucoup a été révélé. Je vais tout vous expliquer et vous dire pourquoi c'est un moment aussi décisif. Mais il y a eu une autre chose qui a été révélée hier pendant ces arguments. Je pense qu'on a maintenant une confirmation. Ce n'est plus juste une hypothèse. Ce n'est plus simplement, vous savez, essayer de lire entre les lignes et de deviner si c'est vrai. Non, nous avons une confirmation. Ketanji Brown Jackson pourrait bien être la femme la plus stupide de Washington, district de Columbia. Pour expliquer, donc, Ketanji Brown Jackson, dont on a parlé, c'est elle la juge à la Cour suprême, l'une des 9 nommées à la Cour suprême.
bien sûr par Biden. Mais pas pour ses décisions sages, ni pour sa capacité à expliquer des choses complexes en termes simples, mais pour sa foi dans la cause de Lénine, Mao, Biden, Obama et Trotsky. Oui, eh bien, excusez-moi, elle a aussi chanté à Broadway et relevé sa jupe. L'essence de l'affaire a effectivement été exposée ici par l'avocat plaidant pour la préservation. Ces circonscriptions ont été dessinées spécialement pour qu'elles aient une majorité de population noire. Aujourd'hui, elles sont partout représentées par des démocrates noirs élus dans ces circonscriptions noires. L'avocat de l'American Civil Liberties Union explique pourquoi ces circonscriptions doivent rester telles qu'elles sont. Écoutez attentivement ce qu'elle dit. C'est vrai. Résultat de Louisiane. Cette analyse a été menée dans l'affaire NERN et il était clair que, quel que soit le parti, les démocrates blancs ne votaient pas pour les candidats noirs, qu'ils soient démocrates ou non. Et nous savons qu'il existe un fossé important entre la façon dont votent les électeurs noirs et blancs en Louisiane. Il ne fait aucun doute que même s'il existe une certaine corrélation entre la race et le parti, la race reste le facteur déterminant. Donc c'est Janey, la drogue, elle sonne, c'est ça? La procureure vient de dire que les démocrates blancs n'éliront jamais un démocrate noir au Congrès. Vous ne me croyez pas, voulez-vous écouter? Et il était clair que, quel que soit le parti, les démocrates blancs ne votèrent pas pour les candidats noirs, qu'ils soient démocrates ou non. Les démocrates blancs, entendez oui, ils ne votent pas pour les noirs. Ces noirs, bandins qu'ils soient, donc soient démocrates ou non, ça n'a pas d'importance. On vient de nous dire que dans le sud des États-Unis, les membres blancs du Parti démocrate, parmi eux, il y a des racités démocrates. On nous a pourtant dit que le Parti démocrate lutte pour la diversité. Mais, sauf la diversité d'opinion, bien sûr, ça, jamais. Mais pour toute autre diversité, ils se battent. Ah, il s'avère qu'en fait, ce ne sont que des racistes là-bas. Eh bien, il y a beaucoup de républicains noirs au Congrès. C'est-à-dire que les républicains blancs votent sans problème pour les républicains noirs, alors que les démocrates blancs ne votent pas pour les démocrates noirs. C'est étonnant. Les républicains blancs votaient volontiers pour un candidat noir si ce candidat reflétait leurs valeurs, principes et priorités. Mais vous venez d'entendre de la part des avocats de l'Association pour la coopération et la paix que les démocrates blancs ne voteraient pas pour des démocrates noirs, quelle que soit leur appartenance politique. Eh bien... D'accord, passons donc à la brillante, donc Ketanji. Parfois, on dit que les chanteurs se donnent tellement qu'ils en perdent la tête. Les républicains blancs votaient volontiers pour un candidat noir si ce candidat reflétait leurs valeurs, principes et priorités. Mais vous venez d'entendre de la part des avocats de l'Association pour la coopération et la paix que les démocrates blancs ne voteront pas pour des démocrates noirs, quelle que soit leur appartenance politique. Non! Elle n'est pas devenue folle, bien sûr. Non, elle n'a jamais été saine d'esprit. Elle a comparé... Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Elle a comparé les handicapés, les malades mutilés aux noirs. Larry, l'animateur du podcast, a raison. Si c'était Trump qui avait dit ça, par exemple, il n'aurait pas été tué, mais il aurait été mis en accusation, ses propres partisans l'auraient mis en accusation. C'est encore pire que les juifs. Dans la matzah, ils mélangent le sang de bébés chrétiens ou musulmans, de ceux qu'ils peuvent attraper. En général, c'est leur sang qu'ils utilisent. Regardez les Noirs comme des handicapés qui ne peuvent pas monter les marches. Et c'est pourquoi tous les magasins sont obligés. On les a obligés à faire une entrée avec une rampe, donc il faudrait faire pareil pour les Noirs, leur faire une entrée spéciale et des quartiers spéciaux. Parce qu'ils ne peuvent pas monter les escaliers, ils ont besoin d'une rampe. Messieurs, pouvez-vous imaginer la stupidité des démocrates s'ils placent ce genre de personnes à la Cour suprême ? Rédacteur, qui est intelligent chez eux si celui-ci est en dessous du niveau, stupide, encore plus stupide et complètement idiot, qui est semble considéré comme intelligent chez eux si elle est aussi bête. Ce sont des personnes noires en situation de handicap, donc elles n'ont pas accès
Moi, je pense que je devrais simplement laisser ces paroles Résonner en vous. et rester là. Parce que si j'avais dit cela, si j'avais avancé un tel argument, on m'aurait à juste titre traité de fanatique. Je n'aurais jamais avancé un tel argument car c'est stupide et presque malveillant. Je lui accorde des points supplémentaires pour avoir utilisé le mot paradigmatique. Bien joué, regarde-toi avec ton paradigmatique. Le titre du Babylon Bee affirmant que Clarence Thomas a pris la juge à part après les plaidoiries pour lui expliquer que tous les Noirs ne sont pas attardés, seulement elle, est totalement faux. Non, tous les Noirs ne sont pas handicapés, seulement toi. Maintenant, à la question « Et qui sont les juges ?» Puis-je répondre Ketanji Brown Jackson à la question « Et qui sont les juges ?» Ketanji Brown Jackson. Pourquoi est-ce que je vous montre tout cela? La machine démocrate s'est tellement infiltrée dans tous les recoins et aspects de notre réalité. N'est-ce pas? Ils se sont tellement incrustés, je ne sais même pas comment le dire correctement, ils se sont imprimés dans tous les aspects de notre vie. Que ni la démocratie, ni la République, ni la séparation des pouvoirs ne fonctionnent plus. Tout est contourné. Tout ce qui aurait pu empêcher la nomenclatura de rester au pouvoir. Le parti, la race, l'âge, la situation familiale, l'orientation sexuelle, le sexe, rien de tout cela n'a d'importance. Tu es des leurs ou tu ne l'es pas. Oui, et Donald Trump, et c'est le premier, je pense, président. Eh bien, dans l'histoire plus ou moins moderne, je ne sais pas plus loin qui n'est pas des leurs. Tu as aussi amené, lors de ta deuxième conversion, des gens qui ne sont pas des leurs non plus. Soit ils ont basculé du marais vers Trump, soit ils n'étaient pas des leurs dès le départ. Donc, si le tribunal décide qu'il est interdit de redécouper les circonscriptions pour obtenir le résultat souhaité par le marais, alors Trump aura un congrès puissant, qui sera encore plus libre qu'avant novembre 2026 encore plus, et il adoptera les lois avec enthousiasme. Des décisions qui aideront le pays et pas seulement une seule classe dans ce pays, à savoir l'élite. Pour la première fois depuis peut-être 100 ans, il y a dans le pays une situation où, quand le gouvernement doit choisir entre le parti, l'idéologie ou la justice du pays, il choisit le pays. Et c'est frappant, vraiment frappant. C'est vraiment formidable. Je dirais ceci, je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais cru que cela pouvait exister. Nous sommes obligés d'apporter de tels changements dans le pays. La suite, revenir en arrière, ce serait extrêmement difficile. Rien n'est impossible, tout est possible. Mais c'est extrêmement difficile. Et pour cela, bien sûr, un autre mandat de Trump ne serait vraiment pas de trop. Mais je ne veux pas enfreindre la loi. D'abord, tu es content que tes élus aient fait ce que tu voulais et tu ne remarques pas la violation de la Constitution, de la loi. Mais très vite, ce n'est plus ton élu qui arrive et il dit « Ah, super, alors moi aussi je vais faire pareil. » Et il agit comme cela l'arrange, comme cela lui est avantageux et facile. Et toi, puisque tu as soutenu le tien, maintenant tu ne peux plus rien faire. C'est ce qu'on appelle la loi du boomerang dans la vie politique. Espérons que Trump travaille à l'éducation de Vance, Rubio et des autres, et qu'il forme une équipe capable de poursuivre son œuvre sans céder à la pression. Les marécages et les gémissements de leurs pseudo-amis. Mais je veux encore une fois attirer votre attention sur la façon dont la dictature de la majorité, que l'on appelle démocratie pour tromper la population avec un joli mot, se transforme en son contraire, et à quel point cela se fait facilement. En dictature de la minorité que nous appelons, pour y apposer un sceau, la tyrannie.
Eh bien, pour effrayer le peuple, on dit « ça c'est la démocratie », donc la dictature de la majorité, et ça c'est la tyrannie, la dictature de la minorité, par une seule personne ou un petit cercle, donc peu de personnes. Personnellement, quand on me prive de mes droits, qu'on m'emprisonne pour mes opinions dissidentes et qu'on se moque de mes besoins, peu importe que ce soit la dictature de la majorité ou la dictature de la minorité qui le fasse. Et pour être tout à fait honnête, quand on impose à mes enfants l'endoctrinement et la stagnation au lieu du développement, la stagnation de l'esprit, je veux dire, que ce soit fait au nom de Jésus, de Muhammad, au nom de l'égalité de la répartition, au nom du grand timonier ou du père de la nation, qui est le plus grand gorille du troupeau. Ce qui importe pour vous, c'est qu'on vous a pris votre argent, maison et enfants. Pour le communisme, pour l'islam, pour la démocratie, pour la monarchie ou pour la renaissance du féodalisme. Voilà, avec la charte des libertés anglaises. Peu m'importe si c'est une bonne ou une mauvaise personne qui me vole, s'il boit de la tequila ou du kéfir, s'il bat sa femme ou s'il n'est pas marié. Et vous? Et si c'est lui? Toute la cour vous a permis d'être volé. Cela vous soulage-t-il que la décision ait été prise à l'unanimité, à la majorité, ou cela vous importe-t-il peu? Et le côté père de votre rue a dit « Bien sûr, vas-y et vole », mais avez-vous absolument besoin qu'on demande aussi au côté impair, ou faut-il que les deux côtés de la rue votent à la majorité pour qu'on puisse vous prendre quelque chose sans votre permission? C'est comme si on vous posait une question. Donc, c'est comme si on vous demandait « Que préféreriez-vous qu'on vous coupe, la main droite ou la jambe gauche ?» Voilà, dès que vous décidez, on le fera. Moi, personnellement, je préfère que vous disparaissiez de ma vie, que je ne vous voie plus jamais, et que vous ne touchiez même pas, ni même ne parliez d'aucune partie de mon corps. Eh bien, très bien. Mesdames et messieurs, je pense que le bon sens nous dit que cela nous est égal de savoir qui nous vole. Oui, c'est pourquoi, bien sûr, j'admire énormément ce que fait Trump. Il agit pour que le système ne nous vole pas. Merci. Et en effet, peu importe que ce soit les républicains qui ne nous volent pas, ou les démocrates, ou les socialistes, ou qui que ce soit d'autre, l'essentiel c'est qu'on ne nous vole pas. On s'en fiche de ça. Qu'ils soient m'en laisser faire, laissez-nous tranquilles. Ne nous embêtez pas avec ça. Sur votre île ou dans votre coin, peu importe. Dans votre Chaumbari ou autre. Faites ce que vous voulez. Mais laissez-nous tranquilles. Merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté. À la prochaine.